Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Parmi les faits marquants du jour, Boris Herrmann de retour sur la terre ferme. Le skipper du Sea Explorer Yacht Club de Monaco est arrivé aujourd'hui en fin de matinée au Sables d'Olonne après 81 jours en mer. Son Vendée Globe aura été perturbé en toute fin de parcours. Nous en parlerons avec Fabien Bonilla qui est au Sables d'Olonne pour vous faire vivre cet événement. Nous recevrons ensuite le président de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco. Patricia Navarro a abordé avec Cédric Lanary les contraintes liées à la crise sanitaire et aux différentes mesures en vigueur en France, en Italie et en principauté. Dans ce journal également, le service du contrôle technique se modernise. Et puis nous nous sommes intéressés ce soir à la récolte des oranges amères. Mais avant cela, retour sur le Vendée Globe et l'arrivée de Boris Herrmann au Sables d'Olonne. Une fin d'aventure qui aura été marquée par ce terrible coup du sort pour le skipper allemand. Alors en lice pour le podium, il est entré en collision avec un bateau de pêche hier dans la soirée. Mais dès son arrivée, Boris Herrmann a tenu à relativiser sur la situation. C'est un homme positif et heureux que Fabien Bonilla a rencontré sur place. Mon verre, il est 99% plein. Il y a 1% de regret, de tristesse, de machin. Mais voilà, le Vendée Globe, pour moi, c'est plus que 3, 4, 5. Ça, c'est le jeu. Oui, bien sûr, on est régatier dans l'âme. Ça, c'est le jeu. Mais il y a aussi une partie existentielle d'une aventure, de vivre une aventure et encore plus que ça, de vivre un rêve d'enfance pour moi. Et c'est ça qu'a fait la connexion d'amitié très profonde avec Pierre Casiraghi il y a quelques années, il y a presque 10 ans. Où il a vu et on a vu ensemble, il y a vraiment ce rêve très très fort et on veut y aller, on y va ensemble et on l'a fait comme équipe et on est là aujourd'hui, donc n'importe quelle place. Dernière question, qu'est-ce que vous allez faire, là, les premières choses que vous allez faire maintenant? Je ne sais même pas, je vais suivre mon team et j'espère qu'il y aura une bière fraîche à la fin de cette petite promenade. Voilà Boris Herrmann qui boucle donc son premier tour du monde en solitaire et sans assistance. Nous rejoignons Fabien Bonilla qui est actuellement au Sables d'Olonne. Fabien, vous êtes sur place avec Sylvain Péroumal pour nous faire vivre cette aventure de l'intérieur. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Vous apercevez Charlie Dalin derrière moi, c'est le navigateur qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Je vous propose de revenir étape par étape sur cette longue nuit pleine de suspense et de rebondissements. Nous sommes mercredi en début de soirée. Le souverain a fait le déplacement pour vivre de près ce dénouement haletant. L'heure est à la fête. Le skipper aux couleurs monégasques est assuré de monter sur le podium et peut-être même de remporter ce Vendée Globe. Il a, on le rappelle, un bonus de 6 heures puisqu'il s'est détourné fin novembre à la recherche d'un naufragé. 20 heures, le prince Albert II prend une embarcation pour aller assister à l'arrivée du premier skipper à franchir la ligne. Après 80 jours et 6 heures de tour du monde en solitaire et sans escale. Charlie Dalin arrivera à 20h35 et 47 secondes précisément. Il ne sait pas encore s'il a gagné ce Vendée Globe ou pas à cause des compensations de temps. Peu importe, il est heureux. Charlie, comment est-ce que vous abordez, cette première arrivée? Comment vous vivez ça? Je découvre, beaucoup de plaisir. Vraiment aucune transition, zéro transition entre seul au monde sur mon bateau tout seul pendant 80 jours. Et voilà, se retrouver sur la terre avec autant de monde, c'est vrai que c'est particulier. Ouais. C'est beaucoup d'émotions. Il est 21h sur le ponton, les journalistes reçoivent des textos. Une rumeur circule, Boris aurait heurté un bateau de pêche à seulement 160 km de l'arrivée. Les organisateurs le confirment quelques minutes plus tard. Le bateau est endommagé, mais Boris est indemne. En revanche, il navigue à seulement 7 nœuds. La victoire et même le podium s'éloignent de minute en minute. Un coup de massue s'est abattu sur le Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Boris Herrmann a tenu la barre pendant plus de 11 semaines sans encombre. Il avait parcouru plus de 99% du voyage avant de croiser la route d'un chalutier. De cette déception, il faut se relever. Boris doit terminer ce Vendée Globe. Son équipe se retrouve au petit matin en présence de Pierre Casiraghi pour un dernier meeting avant d'aller à la rencontre du navigateur allemand. Sa femme, qui l'attend depuis plus de 11 semaines, est présente. My feeling is quite positive as I'm super happy he can finish the race. Nothing happened to him and the rest is bad luck, but
yeah, I'm happy he will be here in a bit. Yeah. Boris Herrmann prend son mal en patience et franchit la ligne sur les côtes des Sables d'Olonne, jeudi dans la matinée à 10h19. Il est pour le moment à la 4e position. Tout dépendra de l'arrivée de Jean Le Cam, qui a un bonus de temps. Boris Herrmann est accueilli par ses équipes, dont Pierre Casiraghi. Le prince sur une embarcation salue également la performance du navigateur au cours d'une météo marine chahuteuse. Le résultat est quand même magnifique, est quand même extraordinaire. Et c'est un très grand champion, c'est un très grand navigateur. Et on est très heureux de sa participation. Mais on le voit, il faut être concentré jusqu'au bout, il faut pouvoir prendre beaucoup de choses en compte, mais il faut avoir aussi un peu de chance. Et malheureusement, la chance n'était pas tout à fait de notre côté, mais ça reste quand même une participation formidable et ça reste vraiment c'est des souvenirs extraordinaires. Après la ligne d'arrivée en mer, Boris retrouve les siens. Sur le ponton, au passage de la zone des interviews, il se remémore son retour à la civilisation. Vous voyez, je suis dans le brouillard depuis Cap Finistère, depuis quelques jours. Pendant 80 jours, j'ai vu personne. Et là, dans le brouillard, il y a des petits premiers Zodiacs qui arrivent. Et là, il y a un bateau un peu plus grand et je vois le drapeau monégasque. Et au début, c'est difficile à distinguer les visages. Et là, je vois le prince est là aussi. Pierre Casiraghi, elle est là sur un Zodiac. Il y a des lames dans les yeux. C'est un moment fantastique. Et c'est ça le sport. Le sport, il peut créer des moments, des émotions comme ça. Et ça, c'est rare dans la vie sinon. Et c'est un enthousiasme commun avec Monaco et je suis très fier de porter les couleurs de Monaco. Le Vendée Globe est une aventure humaine incroyable avec des hauts et des bas. Mais c'est une compétition, il faut bien un vainqueur et ça ne sera pas au final Charlie Dalin qui est arrivé en premier, mais Yannick Bestaven avec ses 10h15 de compensation. Il a franchi la ligne dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est lui, le vainqueur de ce 9e Vendée Globe. Retour en principauté pour le reste de l'actualité avec vous, Frédéric Hélion. On débute avec la 53e réunion de la commission de l'accord Ramoche qui s'est tenue en début de semaine en principauté. Une réunion qui s'est déroulée sous un format hybride, Émilie, mixant présentiel et distanciel. Les délégations françaises, italiennes et monégasques ont fait le point sur les nombreuses actions menées au cours des années 2019 et 2020, comme le suivi de l'état de conservation des espèces emblématiques de Méditerranée, la valorisation des résultats des campagnes d'exploration Ramoge en zone profonde, ou le lancement d'une étude pour une gestion durable de la grande plaisance et de la croisière. Les membres de la commission ont également fixé le programme de travail pour le biennium 2021-2022. Un mot à présent sur le plan de relance économique et plus particulièrement le Fonds bleu. Le gouvernement a mis en place un fonds de soutien, le Fonds bleu, afin de favoriser la relance économique via le numérique. L'objectif étant de développer la maturité numérique des entreprises monégasques et promouvoir un écosystème favorable à l'économie numérique. Sachez que vous pouvez bénéficier d'un cofinancement jusqu'à 70% du budget présenté pour accompagner l'évolution de votre entreprise vers le numérique. Pour cela, déposez votre demande sur teleservice.gouv.mc/fonds bleu. Et puis cet anniversaire, Frédéric, celui de l'INSEE qui fête ses 10 ans. Oui, Émilie, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques a été créé le 24 janvier 2011. Depuis sa création, l'INSEE a mis en place un système d'information statistique doté de nomenclature internationale permettant d'analyser l'activité économique de la principauté et son évolution et de la situer par rapport aux autres pays. Depuis 10 ans, l'INSEE s'attache à fournir au gouvernement comme au grand public des indicateurs clairs et précis afin de favoriser la connaissance de l'environnement économique et social de la principauté. Merci Frédéric. Vous nous parliez justement du Fonds bleu lié au développement du numérique. Eh bien, le numérique vient moderniser le service du contrôle technique. Il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne. Plus de détails dans ce reportage de Christina Thomel. Ce sont plus de 11 000 contrôles techniques qui sont réalisés chaque année en principauté. À présent, pour pouvoir présenter son véhicule à la visite technique, l'usager doit prendre un rendez-vous. Jusqu'à présent, 2 possibilités s'offraient à lui, soit retourner le coupon qui se trouve sur le courrier reçu 4 mois avant la date d'échéance, soit en se rendant directement sur place au centre de contrôle technique pour fixer
un rendez-vous. Et bien aujourd'hui, une nouveauté. Dorénavant, l'usager pourra prendre rendez-vous en ligne grâce à un téléservice qui s'adresse à tous les propriétaires de véhicules immatriculés à Monaco. Une fois que les usagers se sont identifiés et ont identifié leur véhicule, ils vont avoir accès à l'ensemble des disponibilités du centre de contrôle technique. Ils pourront ainsi choisir le jour et l'heure qui leur convient le mieux et ils pourront également le modifier si par la suite ce rendez-vous s'avérait ne pas correspondre à leur disponibilité. Un projet qui s'inscrit parfaitement dans la transition numérique souhaitée par le gouvernement et qui facilite à la fois le travail de l'équipe du service de circulation, mais aussi le quotidien des Monégasques résidents et professionnels. Le lancement de ce téléservice a été possible grâce au remplacement de l'ensemble des logiciels du centre de contrôle technique, que ce soit l'agenda, l'organisation de l'agenda, mais également le déroulement de la visite technique avec des appareils plus connectés. Par exemple, les contrôleurs ont maintenant des tablettes qui leur sont mises à disposition et ils peuvent gérer donc la visite technique du début à la fin par le biais de cette tablette connectée au logiciel qu'ils utilisent. Un téléservice qui permet donc de réserver son créneau horaire pour effectuer le contrôle technique de son véhicule et de payer en ligne, mais un service qui offre aussi la possibilité de prise de rendez-vous des contre-visites, une prestation quant à elle gratuite depuis le 1er janvier dernier. Chaque jour, des dizaines de milliers de salariés français ou italiens majoritairement se rendent en principauté. La crise sanitaire et les contraintes qui en découlent impactent-elles fortement leur quotidien ? Comment parviennent-ils à gérer une logistique personnelle et professionnelle qui dépend des règles édictées dans leurs pays respectifs et à Monaco? Nous avons posé la question au président de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco, Cédric Lanary. Il est interviewé par Patricia Navarro. Bonsoir Cédric Lanary. Bonsoir Patricia Navarro. Comment les salariés de Monaco, transfrontaliers, qui vous font partager leur expérience, vivent-ils globalement la situation actuelle? Alors il y a très certainement en toile de fond de l'inquiétude, bien sûr. Les salariés, de ce qui nous remonte à la Fédération des syndicats de salariés de Monaco, il y a une inquiétude générale. Il y a une inquiétude tout d'abord sanitaire, que l'on va forcément retrouver en premier. Au sein des entreprises, on peut voir que dans chaque entreprise, les précautions ont bien été prises par chaque employeur, qu'elles sont bien respectées. Et puis, il y a aussi une inquiétude économique. Aujourd'hui, il y a un état de fait, mais par le biais des discussions et des échanges qu'il y a au sein des entreprises et au sein des différents secteurs, les salariés savent que la vraie crise économique arrivera sans aucun doute plus tard. Oui, parce qu'aujourd'hui, certains entrepreneurs sont sous perfusion gouvernementale, avec les aides qui ont été allouées. On pense que dès que les CTTR s'arrêtera, et malheureusement la réalité économique fait qu'un jour ou l'autre le CTTR s'arrêtera, et bien à ce moment-là, la poussière retombera et la réalité arrivera. Et c'est là que la vraie crise sera effective. Il y a de toutes les manières pour tout le monde effectivement un climat anxiogène. En termes d'organisation personnelle, comment les salariés transfrontaliers parviennent-ils à s'organiser? Il y a de quoi devenir schizophrène puisque les règles ne sont pas les mêmes dans leur pays, que ce soit Italie ou France, et à Monaco. Ah, tout à fait. Déjà, le fait de prendre les transports en commun par cette période de crise et de se retrouver assis avec des personnes que l'on ne connaît pas génère inconsciemment une inquiétude pour le salarié qui se rend sur son lieu de travail. Il y a une application qui a été mise en place sur la principauté concernant le covoiturage et cette application est très bien et fonctionne très bien, mais on se retrouve en voiture encore plus proche avec des personnes dont on ne connaît pas forcément beaucoup leur historique et savoir s'ils sont positifs ou pas positifs. Et là, on est dans un milieu, un habitacle très fermé. Donc ça peut générer encore des inquiétudes. Mais effectivement, du côté de l'Italie, il y a des nouvelles qui sont plus ou moins rassurantes suivant les périodes avec des informations qui parfois se changent d'une journée sur l'autre. Donc tout cela génère forcément une inquiétude. Alors il y a un grand avantage tout de même, c'est qu'à Monaco, ces salariés ont le sentiment d'être plus libres que chez eux. Effectivement, Patricia, le fait de pouvoir aller manger, ne serait-ce qu'au restaurant,
dans des conditions bien particulières, mais quand même de pouvoir aller manger au restaurant avec ses collègues de travail en respectant les précautions d'usage, c'est quelque chose qui est énorme. Et puis à Monaco, je rappelle que le couvre-feu est un petit peu plus tard, etc. Est-ce que le télétravail, c'est un mode d'organisation qui séduit globalement les salariés? Bon, dès lors, bien sûr, que c'est quelque chose qui peut s'adapter à leur fonction dans l'entreprise. Dès lors, effectivement, que l'employeur et le salarié le souhaitent, car il faut que ça reste un maximum sur la base du volontariat, parce qu'il y a certaines conditions de travail, on le sait, on a pu s'en rendre compte au niveau de l'habitat personnel de chaque personne, avec les enfants, etc. C'est pas forcément évident. Et en fin de compte, on se rend compte que les salariés qui au départ ont souhaité être en télétravail reviennent pour certains en arrière car ils n'ont pas l'habitation adéquate car je rappelle que les lois sur le télétravail ont été assouplies pendant cette période de Covid et cet assouplissement est prolongé pour l'instant. Donc on peut faire du télétravail plus facilement qu'avant. Mais attention, il faut bien que ça reste dans un accord bilatéral entre l'employeur et le salarié pour être sûr que tout se fasse dans de bonnes conditions, car il y a un attachement aussi à l'entreprise qui peut s'émietter et l'employeur n'est pas forcément, à un moment donné, l'employeur souhaite faire revenir le salarié au sein de son entreprise. On dit que de toute crise sort du bon. Pour ce qui est des salariés transfrontaliers, quels enseignements positifs pourrait-on tirer de la situation que nous vivons? Alors, il y a la question de l'annualisation du temps de travail, mais là, les avis sont très partagés et une réflexion s'est engagée. Alors, on n'évoquera pas ce sujet, on va bientôt pouvoir s'exprimer sur le sujet dans les semaines à venir. En tout cas, la réflexion est née de la crise, voilà. Ouais, la réflexion est venue de la crise et effectivement, il a fallu, et il faut encore et il faudra trouver des trésors d'ingénierie pour à la fois se protéger physiquement de la Covid-19, à la fois conserver un maximum d'emplois et je crois que c'est là parce que conserver l'activité au maximum et là on peut quand même souligner que les instances gouvernementales le Conseil national et les consignes qui sont données de manière générale par le Prince font qu'on conserve un maximum l'activité de manière à conserver les emplois, de faire le moins de casse possible. C'est vrai que chacun à son étage trouve en ce moment des trésors d'ingénierie au sein de son entreprise, au sein de son groupe de travail, etc. Voilà, le bilan positif, ce sera la capacité d'adaptation que nous avons tous en nous et qu'il a fallu développer face à cette crise. Cédric Lanary, merci pour ce témoignage sur le quotidien des salariés transfrontaliers. Merci à vous, Patricia. Voilà pour cet entretien avec Cédric Lanary, président de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco. Coup de projecteur à présent sur une opération qui a lieu chaque année à cette période, la récolte des bigarades, ces oranges amères que vous pouvez apercevoir dans certaines artères de la Principauté. Plusieurs quartiers sont concernés par cette récolte. Eh bien, Sandrine Nègre et Thomas Deus se sont intéressés au travail mené sous les bigaradiers de la Condamine. Regardez. Nous sommes au cœur de la rue Grimaldi, où se trouve donc une partie des 500 bigaradiers présents sur l'ensemble du territoire monégasque. L'année dernière, on a calculé qu'on a récolté entre 3 et 4 tonnes d'oranges amères. Cette année, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus parce que les arbres ils sont vraiment chargés. Mais on les voit bien, ils sont vraiment bien chargés. Même s'il faut dire que la taille, elles sont un peu plus petites, à cause peut-être aussi un peu moins de pluie cet été ou quoi. Mais c'est vrai que les plantes, elles sont chargées, elles sont très très belles en plus. Et dans quelques jours, les équipes s'occuperont de la taille des bigaradiers rue Princesse Caroline. Il faut dire que chaque année, une organisation précise est respectée. Il y a 3 secteurs surtout qui sont touchés par la récolte. Donc ici c'est la Condamine, après on a Moneghetti, boulevard de Belgique, et on a aussi Monte Carlo. Monte Carlo actuellement ils sont en boulevard avenue de Grande-Bretagne. On a les bus, on a les voitures, il y a les piétons. Et la sécurité, c'est la première des choses. Vraiment, on vise tout sur la sécurité des jardiniers, sur la sécurité des voitures déjà et des piétons. Là, on va voir, j'ai discuté tout à l'heure avec le chef d'équipe, ils vont travailler encore minimum une semaine, donc pour finir le Grimaldi.
Une fois récoltés, ces oranges amères sont ramassées parfois par des habitués du quartier pour réaliser marmelade ou confiture. Mais la majorité des bigarades sont acheminées ici, rue de la Turbie, pour la fabrication désormais de cette célèbre liqueur. On retrouve Frédéric et Lyon pour un point météo. Quel temps fera-t-il demain? La journée sera bien ensoleillée, Émilie, avec quelques nuages le matin, puis un ciel bien dégagé dans l'après-midi, notamment à cause du vent, avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h. Le thermomètre affichera 10 degrés le matin et 17 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h49 pour se coucher à 17h37. Vendredi 29 janvier, nous fêterons les Gildas. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. À demain pour une nouvelle édition dans laquelle nous vous proposerons notamment un grand format sur un métier de l'ombre et ô combien essentiel, celui d'égoutier. Petit avant-goût ce soir avec les photos de Stéphane Dana. Très belle soirée à tous et à demain sur Monaco Info.